The NBA playoffs are here, and I'm getting my bets in on FanDuel. Talk to me, Chuck GPT. What do you know? All sorts of interesting stuff, even Charles Barkley's greatest fear. Hey, nobody needs to know that. New customers bet $5 and get $200 in bonus bets if you win. FanDuel, America's #1 sportsbook. 21 plus and present in select states. Must be first online real money wager. $5 deposit required. Bonus issued is non-withdrawable bonus bets that expires 7 days after receipt. Restrictions apply. See full terms at FanDuel.com/sportsbook. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Salut à toutes, salut à tous. 5e étape de ce Giro. Aujourd'hui, on va rouler entre Seglier, Mezzapica et Matera. Une étape au scénario un petit peu incertain. Les premiers kilomètres, même les 100 premiers kilomètres, on va dire, sont plats. Et puis ensuite, on aura 50 km beaucoup moins plats avec plusieurs ascensions. Une seule répertoriée toutefois, le Monte Scaglioso, 3 km à 8,4%. Donc là, ça va faire mal. Il y a probablement des sprinteurs, des grosses cuisses qui seront lâchés. Mais derrière, il y a encore d'autres ascensions qui ne rapporteront pas de points au classement de la montagne, mais qui seront aussi assez pentues, en général 6-7% sur 2 km. On a un petit dernier mur à 3-4 km de l'arrivée, qui n'est que de 700 mètres, mais qui est à 9% de moyenne. Donc voilà, des bons punchers pourront tenter de s'échapper et éviter un sprint semi-natif dans lequel on sait que Mats Pedersen, c'est le meilleur. Là, si on veut arrêter un petit peu la razzia de Mats Pedersen, qui semble être le favori du jour, il faudra essayer d'aller le plus vite possible dans ce mur de 700 mètres à 9%. Et on peut même essayer dans la seule ascension du jour, là, les 3 km à 8,4%, qui est situé à environ 25 km de l'arrivée, de la faire à fond pour tenter de lâcher le Danois. Profil aussi intéressant aujourd'hui pour les baroudeurs. On devrait voir plus de monde dans l'échappée qu'hier. Il y a peut-être une opportunité aujourd'hui, même si on le sait, sur les grands tours, les opportunités pour les échappées sont rares, surtout en première semaine. Les échappées qui vont au bout dans les grands tours, on les voit plutôt lors de la 3e semaine. On verra ce qu'il en sera aujourd'hui dans cette 5e étape du Giro. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et c'est parti. Et déjà, dès le kilomètre 0, on voit plus de monde intéressé qu'hier. On a 3 coureurs qui ont pris déjà pas la poudre en discampette, mais qui attaquent. Un coureur de l'Arkea, un coureur pour la Polti Visit Malta, et aussi un coureur de la Movistar, qui en fait il est sorti de coureur de la Movistar, mais il s'est immédiatement retourné. Il avait peut-être pas vraiment envie de sortir. Je pense qu'il voulait plus suivre. C'est c'est Lorenzo Milesi, alors que c'est Giosué Epis pour l'Arkea BNB Hotel et Davide Bais pour la Polti Malta qui sont sortis. Ils sont que deux finalement. Le coureur de la Movistar là, il n'a pas insisté, j'ai l'impression. Et pour l'instant, il n'y a personne d'autre qui essaye de sortir. La Bardiani, pourquoi ils sont là, la Bardiani, je ne comprends pas. Là, il faut qu'ils mettent quelqu'un devant, c'est pas possible. Et ce que fait le coureur de la Movistar, c'est étonnant aussi. Il est là, intercalé entre le peloton et les deux hommes de tête qui, eux, vont à fond. Et lui, il est un petit peu le cul entre deux chaises. Il ne sait pas s'il doit aller les rejoindre ou il préfère attendre que 2-3 coureurs le rejoignent. Il veut être dans un groupe un peu plus nombreux. Il se dit qu'à 3, ça ne sert à rien. Il préfère être 6 ou 7. Mais là, il n'y a vraiment personne d'autre qui sort. Le peloton complètement groupé, qui fait un mur. Et j'ai l'impression qu'au final, je pensais que ça se battrait un petit peu pour l'échapper aujourd'hui. Et pas trop. Et là, le coureur de la Movistar, il a vraiment fait une erreur. Parce que maintenant, il essaye finalement de revenir. Il a compris qu'il n'y a personne d'autre qui sortirait du peloton a priori. Et du coup, il fait l'effort. Mais maintenant, il a 300 mètres de retard alors qu'il était, il était dans la roue. Quand ça a attaqué dès le kilomètre 0, il s'est un petit peu retourné, ralenti pour voir si d'autres venaient. Pendant ce temps, les deux autres ont continué. Et maintenant, il doit faire un effort pour revenir. Lorenzo Milesi de la Movistar. Il a dû demander à sa radio j'y vais pas. On a dû dire oui, évidemment, vas-y. Et oui, trop tard. Les deux autres étaient partis. Maintenant, faut qu'il fasse un effort tout seul pour les rejoindre. Je suis pas sûr qu'il avait prévu d'être dans l'échappée aujourd'hui, Milesi. Là, il y va parce qu'on le force un petit peu, je pense. Allez, ils sont 3 devant. 3 Italiens. Pas que des équipes italiennes, par contre. On a un Italien qui est à la Movistar. C'est Lorenzo Milesi qui a réussi finalement à rejoindre les deux devant. Après être sorti avec eux, puis les avoir laissés s'échapper, il est finalement revenu. Et il est en compagnie d'un Italien d'une équipe française, Giosué Epis de l'Arkea BNB Hotel, et puis Davide Bais, qui lui court pour une équipe italienne, la Team Polti Visit Malta. Échappée qui s'est faite finalement très facilement, très simplement. Pas eu de bataille aujourd'hui. 3 hommes à l'avant. Et ils ont immédiatement, se sont immédiatement envolés là. On est parti depuis 5 km, on est à 145 km de l'arrivée. Et ils viennent tout juste de passer les 2 minutes d'avance. Le peloton, lui, roule toujours en mode... au même train que lors de la pré-course, en mode défilé. Ils forcent pas le talent, le trio d'Italiens
Milesi, Baïs et Épice. L'écart qui est toujours de 2 minutes, c'est pas forcément parce que le peloton fait l'effort. Alors que là, on arrive au sprint intermédiaire, ils vont le faire, tiens. On a David Baïs et Josué Épice qui se font le sprint comme si c'était l'arrivée. Lorenzo Milesi, lui, ne s'en soucie pas. Et c'est Josué Épice qui va prendre les 12 points. Et puis surtout, la petite prime, on est à 108 km de l'arrivée, ils ont donc 2 minutes d'avance. Je disais, c'est pas forcément que le peloton roule à fond. Il n'y a que Jacopo Mosca qui roule dans le peloton pour Lidl Trek. Mais c'est qu'aussi, devant, on a compris que ça serait très compliqué. Donc on s'épuise pas. Et là, on va voir, il reste... ils sont 3 à passer. Il y a encore des points pour le 4e et le 5e. 3 et 1 point. Est-ce que dans le peloton, on va se battre pour ces petits points-là? Au vu du classement du maillot de Ciclamino, hein. On a vu qu'hier, ça s'était battu. Mais il y avait plus de points à prendre. Il y avait surtout un final plus facile. Aujourd'hui, on va peut-être pas essayer de perdre des forces pour 3 petits points. On va voir ça. J'ai bien l'impression que si, parce que d'un seul coup, on voit la Visma The Bike remonter. On voit l'Alpecin de Koenig aussi. Donc on va se disputer les 3 et 1 point qui restent. Et c'est parti, ça court de la Bardiani, tiens, qui lance de très loin. C'est peut-être Fiorelli. Et Mats Pedersen a décidé de le suivre immédiatement. Et de partir de très très loin. Caden Groves, qui est le seul autre à réagir. Mats Pedersen est parti loin devant. Du coup, il a bien profité de cette attaque du coureur de la Bardiani. Olaf Koy qui, lui, par contre, n'a pas assisté. Il s'est fait avoir. C'est Pedersen qui prend les 3 points. Groves qui en prend un. Bon, ça, c'est pas Caden Groves, c'est Jensen Plowright. À chaque fois, je me fais avoir. À chaque fois, c'est l'un et l'autre. Cette fois-ci, c'est Jensen Plowright qui était là, pas Caden Groves, pour l'Alpecin de Koenig. Le fait de se partager les points comme ça entre Groves et Plowright, c'est pas comme ça qu'ils auront le maillot. Mais bon, voilà, ils alternent. C'est bien Pedersen qui, en tout cas, a pris les 3 points et qui accentue son avance dans ce classement du maillot de Ciclamino. Sincèrement, là, on commence à se demander qui, même si on est qu'en début de tour, on se demande bien qui pourra aller lui chercher des épaules ce maillot s'il n'abandonne pas. 2 minutes et 13 secondes d'avance pour les 3 hommes de tête, le scénario qui n'a pas changé. On est à 94 km de l'arrivée. Il y a toujours que Jacopo Mosca qui mène le peloton. Derrière lui, il a toute l'équipe Red Bull qui est là pour protéger Primož Roglič. On a largement le temps de se faire plaisir en découvrant un des 3 échappés. Alors on a Josué Épice. Lui, on l'avait découvert sur le Tour Down Under. Il avait pris une échappée. On n'en avait jamais entendu un peu parler avant. Donc on ne va pas refaire Josué Épice. On a Lorenzo Milesi. Aucune victoire dans sa carrière. Il a été toutefois champion du monde du chrono dans la catégorie jeune il y a 2 ans. Donc c'est un bon chronomane, Lorenzo Milesi. Mais il n'a aucune victoire, pas plus que Josué Épice. Alors que Davide Baïs, à 27 ans, l'Italien, il a une victoire dans sa carrière. Une seule victoire, mais c'était sur le Giro. Eh oui, c'était sur le Giro. C'était une échappée qui était allée au bout en 2023. Il s'était imposé avec 9 secondes d'avance sur Karel Vacek et 16 secondes sur Simone Petty, qui étaient ses 2 autres compagnons d'échappée. C'était une étape de montagne qui, le peloton, ou plutôt le groupe de favoris, était arrivé 3 minutes 10 derrière. C'était Remco Evenepoel qui avait réglé le groupe des favoris devant Primož Roglič, Thibaut Pinot, Geraint Thomas et Joao Almeida. Et Davide Baïs, lui, il fait partie de l'échappée matinale qui était donc allé au bout. Et c'était non seulement la plus belle victoire de sa carrière, mais tout simplement la seule pour Davide Baïs, qui a commencé sa carrière en 2019 du côté de la Cycling Team Friuli, un club de division continentale, avant de rejoindre la seconde division et l'Eolo Cometa en 2021, devenu depuis la Team Polti Visit Malta. Il a 27 ans, c'est plutôt un grimpeur-puncher, Davide Baïs. Et il est dur de croire qu'il fera un jour aussi bien que cette victoire sur le Giro. Il espère doubler la mise une fois. Ça sera probablement pas aujourd'hui, parce qu'on voit mal cette échappée arriver au bout. C'est le 4e Giro de sa carrière pour Davide Baïs. Il a fait aussi 2 fois Milan-San Remo, 2 fois le Tour de Lombardie. Les monuments italiens sans jamais performer. Et puis cette saison, il est passé pas loin d'une victoire sur le Tour de la Cité di Reggio Calabria en Italie, puisqu'il a pris la 2e place. Là encore, c'était une échappée qui était allée au bout et qui avait résisté au retour du peloton. Mais il avait été devancé par un autre Italien de la Bardiani, Luca Colnaghi. Même si c'était imposé, ça aurait été bien moins important évidemment que sa victoire sur le Giro il y a 2 ans. On l'avait vu aussi sur Tirreno Adriatico cette saison. Quelques échappées, il avait terminé 4e notamment du classement de la montagne de ce Tirreno Adriatico. Il représente en tout cas aujourd'hui la Polti Visit Malta à l'avance, qui est l'équipe clairement la plus offensive depuis le début de ce Giro. Beaucoup plus que sa compère italienne, la Bardiani, qu'on voit moins. Ils espèrent plus se montrer dans le final, la Bardiani, aujourd'hui, probablement encore avec Fiorelli ou avec Zanoncello. On verra s'ils ont eu raison de ne pas se montrer à l'avant, même si c'est sûr que là, aujourd'hui, l'échappée
Elle est quasiment condamnée d'avance, puisqu'ils n'ont jamais eu plus de 2 minutes 20 d'avance. On arrive au second sprint intermédiaire, celui situé à 75 km de l'arrivée, en gros à mi-course. Les 3 hommes qui ont toujours cet écart d'1 minute 50 avec le peloton. Tout à l'heure, on a vu un duel entre Bice et Épice pour aller prendre les points, s'amuser au moins sur ce sprint. Est-ce qu'ils vont nous refaire le coup ? J'ai bien l'impression, parce que là, ils jouent un peu. Et tiens, il y a même Milesi qui semble vouloir y aller cette fois-ci. Ouais, ils se font des petites feintes. Et allez, c'est parti. Je suis Épice qui, du coup, cette fois-ci est le premier à lancer. Il semble être le plus fort. Il a Bice dans sa roue, Milesi en 3e. Ouais, ça va faire le même trio. Je suis Épice. On le saura maintenant. C'est le meilleur sprinter des 3, hein, clairement. Il sera passé en tête des 2 sprints intermédiaires. Je suis Épice. On va aller voir maintenant le sprint du peloton qui est un petit peu plus intéressant probablement. Est-ce que Mads Pedersen va réussir à prendre ses 3 petits points ? Est-ce que les autres vont continuer à se battre ? Est-ce que ça va être Caden Grove cette fois-ci et non pas Jensen Plowright ? On voit Wout van Aert là qui est en tête du peloton, qui amène Affini et derrière Olaf Koy qui va vouloir y aller. Et il se pousse carrément. Et cette fois-ci c'est Quentin Hermans qui est pour l'Alpecin de Koenig. Et non, qui lance Jensen Plowright. Jensen Plowright avec Mads Pedersen dans sa roue. Olaf Koy en 3e position qui va pas faire l'effort, il pourra pas. C'est vraiment un gros duel entre Plowright et Pedersen. Et c'est Pedersen qui prend les 3 points devant Jensen Plowright. Cette fois-ci, on a le même coureur qui prennent les 5 mêmes premières places aux 2 sprints intermédiaires. Désormais, il reste le sprint Red Bull. Il sera dans 25 km et surtout, ce sprint, il sera au sommet d'une petite difficulté d'1 km 600 à 6% de moyenne. Est-ce que les échappés seront toujours devant d'ici là et prendront les secondes, ou est-ce qu'ils ont été repris par le peloton et on verra alors les coureurs du général peut-être se disputer ces petites secondes. On va savoir ça. Attention, une petite chute dans le peloton. C'est 2 coureurs de la Bardiani qui sont tombés ensemble. Filippo Mani et Alessandro Pinarello. Les 2 Italiens qui ont dû discuter. Ils se sont rentrés dedans. C'est les 2 seuls à être tombés. Une route très large, toute plate. Il n'y avait pas de difficulté. Je pense que c'est une erreur d'inattention. Il y a eu un mini ralentissement et ils se sont rentrés dedans tout simplement les 2 coureurs de la Bardiani. Là, c'est vraiment pas de chance. Mais ça devrait être sans trop de conséquences. Ils se sont relevés, ils sont repartis. Ça devrait aller, alors que c'est pas allé. J'ai pas précisé pour Søren Kragh Andersen qui avait chuté hier dans le final et qui a bel et bien dû abandonner. Un équipier important pour Mads Pedersen et Giulio Ciccone qui est le 4e abandon de ce Giro. On arrive au pied là de l'ascension, de la petite ascension au sommet de quel sera le Red Bull Sprint et les secondes bonus. Les échappés ont 1 minute et 6 secondes d'avance. Est-ce qu'ils vont résister jusqu'au bout pour aller chercher ces bonifications-là ? S'ils les veulent, et s'ils veulent aussi la petite prime de 2500 € pour celui qui passe en tête de ce sprint Red Bull, il va falloir qu'ils s'activent dans cette ascension. Ouais, ils vont y être, ils y seront sans souci. Les 3 échappés à ce sprint bonus, ils le veulent en plus. Pas pour les secondes, mais bel et bien pour le prize money. C'est Lorenzo Milesi là, qui fait l'ascension à fond. Il s'était pas intéressé trop des sprints intermédiaires. Par contre, celui-là, il le vaut beaucoup plus. Il est peut-être aussi meilleur dans cette ascension que Bice. En tout cas que Épice, ça c'est sûr qu'il s'accroche en 3e position. Mais c'est un tout petit peu plus plat au niveau du sprint. Et c'est parti. Et je suis Épice qui est le meilleur sprinter et qui va finalement peut-être bien les avoir encore une fois. Et en tout cas, celui qui est en tête pour lancer de plus loin. Je suis Épice qui résiste. Ouais, Milesi qui lâche. David Ebaïs qui reste dans sa roue. Et je suis Épice qui aura tout remporté. Le sprint lui-même n'était pas dans l'ascension, il était sur les 300 mètres plats et ça a profité à Joshua Épice qui était en difficulté dans l'ascension mais qui ensuite s'est imposé facilement. Carton plat pour Joshua Épice qui lui a bien fait d'aller devant Milesi et David Ebaïs. Ça sera probablement une journée pour rien. Désormais, on a encore une vingtaine de kilomètres plutôt plats avant que la course va vraiment commencer à monter et descendre avec l'ascension de Montescaglioso. Là, par contre, ça serait plus étonnant de voir les échappés passer en tête, quoique leur écart a un petit peu remonté là, suite à cette ascension qui, eux, ils ont fait à fond. Le peloton l'a fait tranquille, ils ont 1 minute et 25 secondes d'avance. Sur le peloton, on est tout pile à 50 km de l'arrivée. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast.
Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Ah, les échappés qui se sont pas vraiment entendus. Ils ont roulé ensemble, mais on a bien vu au sprint que quand même ils se battaient. Et ben là, ça explose. C'est Davide Baïs qui a mis une attaque. Lorenzo Milesi qui parvient à suivre. Giuseppe Epis, lui, il a réussi sa journée. Il a fait tous les sprints intermédiaires, le sprint bonus. Et il n'a pas insisté. On a donc plus que 2 hommes devant avec Davide Baïs et Lorenzo Milesi. Et l'écart qui a augmenté. Ils ont de nouveau 2 minutes d'avance sur le peloton. Quitte à être devant, ils se disaient autant tenter notre chance jusqu'au bout. Désormais, il ne reste plus qu'une quarantaine de kilomètres. C'est pas si loin que ça. Il est temps de tout donner. Et là, on revoit le ralenti de l'attaque de Baïs et Milesi, très énervé, qui se retourne vers Epis et qui lui dit « Mais pourquoi tu vas pas, toi ?» Ouais, non. C'est 3 Italiens, mais ils doivent pas être de la même région, parce qu'ils s'entendent pas du tout. On y est dans cette ascension du Monte Scaglioso. Elle est dure pourtant, à 3 km à 8,4% de moyenne. C'est évidemment beaucoup, mais elle est que de 4e catégorie, a priori. Il y a une erreur dans la classification, là, c'est pas possible. On a toujours Davide Baïs et Lorenzo Milesi seuls en tête. Josué Epis, lui, a été repris par le peloton. Les 2 hommes de tête ont 1 minute 40 secondes d'avance sur un peloton qui monte rapidement. C'est une grande route large, donc c'est facile pour toutes les équipes d'être placées à l'avant. On a quelques coureurs qui commencent à se faire lâcher, comme Milan Fretin par exemple. Voilà, quelques sprinteurs déjà qui ont du mal dans cette ascension, qui n'insistent pas. Je pense que les 2 échappés vont prendre les 2 premières places. Et d'ailleurs, on va peut-être voir Lorenzo Fortunato au moins mettre une attaque pour accumuler des points au classement de la montagne, qui est clairement son objectif. Mais il n'y aura pas de grande manœuvre de la part des autres équipes. Peloton toujours groupé. Ça lâche pour Olaf Koy aussi, tiens là, à l'arrière du peloton. Les sprinteurs qui savaient que ça serait un peu trop dur quand même pour eux aujourd'hui. Mais je pense que tout le monde va attendre le mur final. Ces 700 mètres là, à 9%, à 2 km 500 de l'arrivée. C'est là que ça va se jouer. Allez, ça lâche aussi pour Sam Bennett. Ces sprinteurs qui ne seront pas à la fin. Il en reste encore, bien sûr. Matteo Moschetti qui lâche aussi. Encore un sprinter distancé. On a vu Jacopo Mosca aussi, qui est le seul à avoir travaillé toute la journée derrière les 3 échappés. Qui lui paye ses efforts. Allez, les 2 hommes de tête. Je suis épicé plus là. Donc ils vont au moins l'un des 2 va réussir à passer en tête. 3 points pour celui qui passera au sommet. 2 points pour celui qui sera 2e. Et en fait, il n'y aura plus qu'un point derrière pour Lorenzo Fortunato s'il décide d'y aller. S'il se bat avec Sylvain Moniquet. Ça monte fort. Là, le dernier pourcentage, les 100 derniers mètres sont terribles. Ils sont au moins à 12-13%. C'est tout droit, mais alors ça monte vraiment très très fort là. Moi, je me demande si c'est même pas 15% là. C'est dur. Il y a une foule incroyable. Et ouais, ils se sont bien placés parce qu'ils savent que les coureurs là, ça va passer doucement. On est à 20 mètres et ils ont toujours pas fait leur effort. Et c'est Lorenzo Milesi en fait qui va passer en tête. Ouais, Davide Baïs il a pas pu. Lorenzo Milesi qui passe devant Davide Baïs. Mais ça leur a fait mal aux échappés. Le peloton est 1 minute 20 derrière. Allez, ça lâche aussi derrière pour Casper Van Hunden, pour Ethan Hayter et pour Caden Groves. Ça devient difficulté, ouais. Il a perdu 10-15 mètres sur le peloton. Ça va être dur encore pour Caden Groves aujourd'hui. On ne devrait pas le voir dans le final. Voilà, tous les gros sprinteurs qui ont du mal. C'est Jevine qui fait le rythme en tête du peloton. On voit 5 coureurs de la Team Emirates quasiment dans les 7 premiers. On voit Matthias Vacek bien placé pour Lidl Trek. Par contre, Mats Pedersen semble plus loin là. On ne le voit pas dans le premier tiers. En tout cas, Fortunato, on l'a pas vu non plus. C'est Jevine qui va prendre le petit point qui reste, mais c'est juste pour faire le tempo. On a un peloton encore conséquent, au moins une centaine de coureurs, mais avec pas mal de sprinteurs qui ont été distancés déjà. Alors qu'on est à 27 km de l'arrivée. Fin de l'aventure pour Milesi et Baïs à 13 km de l'arrivée. Ils sont repris par un peloton qui a perdu donc quelques sprinteurs, mais qui est toujours assez consistant. Il reste encore d'autres sprinteurs à part Mats Pedersen. Wout van Aert est toujours là, mais on a aussi encore Corbin Strong, on a Orluis Aula. Je me demande si Caden Groves n'ait pas réussi à revenir dans cette phase de transition là. On est dans une partie qui monte légèrement. C'est non répertorié, c'est à peu près 5% de moyenne. Et ensuite, il y aura une légère redescente. Puis un nouveau mur de 5% de moyenne avant le mur de 9%. Où probablement des coureurs vont tenter leur coup pour éviter un sprint où ils n'auraient pas leur chance. Tandis que la Lidl Trek, elle, va tenter de contrer toutes ces attaques pour amener Pedersen vers la victoire. Et de nouveau, c'est Jevine qui fait le tempo dans ces parties un peu pentues. Et derrière lui, on voit les favoris. Roglic, Romain Bardet, Richard Carapaz. Mats Pedersen est toujours bien placé, mais il a reculé un petit peu. Il est plus en 15-20e position. Ça va vite, mais c'est pas encore suffisamment pentu pour le lâcher. On attend tous ces passages à 9-10%. 5 km de l'arrivée. Et on est toujours dans une ascension autour de 5%. On a encore beaucoup de monde. Caden Groves est bel et bien encore là. Wout van Aert qui s'est replacé. On a surtout Romain Bardet, Tom Pidcock aussi bien placé. Ça pourrait être un jour pour Pidcock.
Mats Pedersen toujours là. Corbin Strong qui a beaucoup d'équipiers. Alors Louis Saolar évidemment également là. Bon, des coureurs de Lineos aussi bien placés. Je pensais plus pour protéger Egan Bernal. Et Wout van Aert qui là en fait a travaillé. Il vient de s'écarter Wout van Aert. Je pense qu'on le verra pas dans le final. Non, Wout van Aert qui est juste en train de s'écarter. Il sera pas là dans le final. Toujours malade. Wout van Aert toujours pas au top. Mats Pedersen parfaitement placé. En 3e position, mais on est encore à 4 km de l'arrivée. On est encore à 1 km de ce fameux petit mur. Et bien qu'il n'y ait plus Wout van Aert, c'est Bart Lehman pour la Visma Lease a Bike qui est en tête du peloton. Est-ce qu'on travaille pour Simon Yates alors du coup, parce qu'il n'y a pas non plus Olaf Koy. Allez, on passe la bannière des 3 km et on va attaquer ce petit mur. C'est les Red Bull Bora Hansgrohe qui désormais prennent la tête de ce peloton. Attention à peut-être une tentative de Primoz Roglic. Parfaitement placé Primoz Roglic alors que la route se rétrécissait un petit peu. Et Primoz Roglic qui met son attaque, hein, qui met son attaque dans ce mur. Primoz Roglic qui prend les choses en main. Il a Matthias Vacek dans sa roue. Matthias Vacek peut suivre. Mats Pedersen, c'est un petit peu plus dur, mais il est encore là. Il a Simon Yates aussi bien placé. Giulio Ciccone également. Roglic qui se retourne. Il voit qu'il n'a pas réussi à faire l'écart à cause d'un gros travail de Matthias Vacek. C'est Matthias Vacek qui a pu suivre. Il a amené Pedersen dans sa roue. Et Matthias Vacek qui, limite, il pourrait y aller tout seul là. Alors que Mats Pedersen est en train de perdre mètre par mètre. Matthias Vacek, je ne sais pas s'il s'en est rendu compte que Pedersen est en train de... Ah oui, Pedersen est en train de lâcher là. Il restera encore 2 km derrière pour reprendre son souffle. Et il se retourne Vacek et là il vient de voir peut-être que Pedersen est un peu plus loin. Il est fort, hein, ce Matthias Vacek. Mats Pedersen est beaucoup plus loin désormais à la 20e place. J'ai pas vu où est Caden Groves, où sont Corbin Strong, où sont Louis Saolar. Il y a du monde encore dans ce peloton. Et Matthias Vacek qui du coup là ralentit complètement. Si quelqu'un veut faire un contre, et ben voilà, c'est Damiano Caruso qui tente un contre. Il a vu que Matthias Vacek faisait exprès d'aller doucement pour permettre à Pedersen de revenir. Mais du coup, Matthias Vacek qui prend Caruso en chasse et qui revient sur lui. Il n'a pas réussi son coup. Caruso. Matthias Vacek qui se retourne de nouveau, qui cherche où est Pedersen. Il est encore loin. Est-ce qu'il y a un coureur qui va retenter le coup du kilomètre? Ça pourrait vraiment marcher. Ah, il y a un coureur de la Movistar qui a pris quelques mètres d'avance, mais sans vraiment le vouloir. Est-ce que c'est Louis Salar qui est simplement bien placé pour le sprint? On passe la flamme rouge. C'est Edward Plancard désormais qui prend la tête du peloton. Et ça va se finir à un sprint à environ, il y a encore 40-50 coureurs. Et Mats Pedersen est de nouveau a réussi à remonter. C'est incroyable, il est là en 4e position aux côtés de Vacek. Il va pouvoir faire le sprint finalement. Allez, on a la Picnic Pastenel qui est une fois bien placée. Casper Van Houten n'est plus là. Pour qui on travaille, c'est Romain Bardet. Pour Max Poul très certainement. Mais ça y est, on retrouve le scénario avec Matthias Vacek en tête du peloton. Mats Pedersen dans sa roue. Louis Saolar dans la roue de Mats Pedersen. Un coureur de la Groupama aussi qui est là. C'est Quentin Paché qui est bien placé. Allez, c'est parti pour Mats Pedersen qui lance le sprint. On a Tom Pidcock qui est également là dans la roue. Mats Pedersen qui pour l'instant personne ne peut le passer. Mats Pedersen qui va encore peut-être s'imposer. Attention, ça revient. Mats Pedersen qui résiste. Mais c'est un coureur de la Bahreïn. Qui c'est qui a fait ce sprint pour la Bahreïn? Qui a peut-être sauté Pedersen sur la ligne? C'est Zambanini. C'est Edoardo Zambanini qui a peut-être bien remporté cette victoire. Il va falloir voir le ralenti. Oh, il était à bout de force, Pedersen. Oh là, pour une fois, voilà, on n'a pas vu Pedersen faire son geste avec 2 victoires. Ouais, il y a Ciccone qui vient de lui dire à Pedersen, t'as gagné. Il lui demande, t'es sûr? Il dit, oui, je crois. Alors là, là, personne ne sait. Personne n'ose exulter. Ils auraient annoncé Pedersen vainqueur. Ah, pourtant, on pensait vraiment que Zambanini l'avait passé. Il y avait Pidcock aussi qui était de l'autre côté, qui était vraiment pas loin. Je veux voir le ralenti, la photo finish pour être sûr. Allez, on va le revoir ce sprint. Mats Pedersen en 2e position, parfaitement placé dans la roue de Matthias Vacek, qui est vraiment son ange gardien. Tom Pidcock qui part de loin. Le coureur de Zambanini, il est loin, il est en 8e position. D'où est-ce qu'il revient ensuite? C'est assez incroyable. Mats Pedersen qui a Pidcock dans sa roue. Aola qui n'arrive pas à passer. Et Zambanini qui revient de nulle part, qui suit la ligne des barrières, qui trouve un petit espace pour se mettre au niveau de Mats Pedersen. Mais en effet, non. Il va finir juste derrière Edoardo Zambanini. Quel effort incroyable pour le coureur de la Bahreïn qui va être déçu. Hein. Allez, on le revoit là, de côté. Et il s'impose avec 10 cm. 10 cm sur Zambanini. Pidcock termine juste derrière. Et ensuite, c'est Louis Salar qui vient faire 4e. Et Filippo Fiorelli pour la Bardiani qui vient prendre la 5e place. Mais c'est une 3e victoire d'étape sur 5 pour Mats Pedersen. Imbattable.
La Lidl Trek au-dessus du lot encore aujourd'hui avec, en plus d'un Mats Pedersen évidemment incroyable, un Matthias Vacek. Impressionnant cette victoire, elle est tout autant pour Vacek que pour Pedersen. Hein. Vraiment aujourd'hui, il a même été quasiment un moment trop vite, il a failli le lâcher lui-même. Puis ensuite il l'a attendu, il a ralenti, il allait rechercher Damiano Caruso qui a attaqué. Puis il a ramené Pedersen, puis il l'a lancé. Et Pedersen a juste fini le boulot. Incroyable ce jeune Tchèque qui perdait donc la victoire de Mats Pedersen. Il devance Eduardo Zampanini et Thomas Pidcock qui vient faire un podium, une 3e place. Or Louis Salard désormais 4e. Après avoir fait 2e, puis 3e, il fait 4e. Filippo Fiorelli pour la Bardiani qui fait quand même une belle 5e place. Hein. Je les avais un petit peu critiqués pour ne pas prendre l'échappée. Si c'est pour faire un top 5 à l'arrivée, c'est pas si mal. Michael Storer vient terminer 6e devant Quentin Paché pour la Groupama FDJ. Brandon Rivera 8e, Damiano Caruso 9e et Isaac Del Toro qui vient chercher la 10e place. On a au final un groupe de 59 coureurs qui arrivent avec la plupart, voire même la totalité des favoris. Seuls quelques équipiers importants ont perdu du temps comme Wilco Kelderman, l'équipier de Simon Yates. On aurait pu penser que peut-être Kelderman serait la carte bis, il perd 3 minutes. Et puis Daniel Felipe Martinez, 2e du Giro l'an passé, hein, donc c'est vraiment pas n'importe qui. Mais aujourd'hui, sur ce Giro, il travaillera pour Primoz Roglic, puisqu'aujourd'hui il a terminé 121e à 6 minutes et 35 secondes des autres favoris. Pas d'abandon aujourd'hui, il y a seulement eu donc le non-départ de Søren Kragh Andersen. Le dernier du jour, c'est Sven-Erik Byström, le Norvégien de la Groupama FDJ, qui est arrivé au sein d'un gruppetto où on retrouvait la plupart des sprinteurs à 14 minutes de Mats Pedersen. Mats Pedersen qui est plus que jamais leader du classement général. Il a désormais 17 secondes d'avance sur Primoz Roglic. Matthias Vacek est 3e. Il n'y a eu aucun changement dans le top 10. Mats Pedersen, évidemment leader du classement par points devant Olaf Koy et Casper Van Hunden et pas qu'un peu. Il a 139 points. Son premier poursuivant Olaf Koy en a 52. Lorenzo Fortunato qui garde son maillot de la montagne devant Sylvain Moniquet et Peyo Bilbao. Il n'y avait quasiment pas de points à prendre aujourd'hui. Et puis Matthias Vacek, toujours meilleur jeune devant Isaac Del Toro et Juan Ayuso. Demain, on attend encore un sprint, mais cette fois-ci, on attend plutôt un sprint massif. Un début d'étape plutôt vallonné. C'est un petit peu l'inverse d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était plutôt plat au début, vallonné sur la fin. Là, ça sera vallonné au début, avec notamment un col de 2e catégorie de 19 km à 4% de moyenne. Là, ça devrait intéresser des échappés parce qu'il y aura des points de la montagne à prendre. Il y aura une autre ascension assez longue de 15 km à 2% de moyenne, donc pas très pentu, col de 3e catégorie. Et puis il y aura 70 derniers kilomètres complètement plats. Demain, ce sera la plus longue étape du Giro, 228 km entre Potenza et Napoli. Et dans les rues de Napoli, de Naples, évidemment, en général, ça se termine toujours par un sprint massif. Est-ce que Olaf Koy et Caden Groves vont enfin réussir à s'imposer sur ce Giro? Ça sera la grande question de cette 6e étape du Giro. Et ça sera demain. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.